C'est Matt Papas. Il va clouer son pied à une planche à roulettes. Toi, Ne le fais pas, Matt. j'ai d'abord découvert cette chaîne sur le subreddit mystère d'Internet. Le 22 septembre 2010, une vidéo YouTube intitulée Cactus Slap Mode a été mise en ligne par un utilisateur qui se faisait appeler Matt Papaswan. La vidéo montrait un homme qui se giflait le visage avec un cactus. Je ne peux pas le montrer ici, mais ça n'a pas l'air si mal. Bien que la pointe soit visiblement collée sur son visage. Il n'a donné aucun autre contexte sur le sujet. Au début, cela peut sembler être un autre de ces défis courants sur la plateforme. Cependant, ce n'était pas le cas. Une autre vidéo intitulée Left Behind Mode a été téléchargée le même jour et montrait le même homme, cette fois appelé Matt, clouant son propre pied à la planche à roulettes. Dans la vidéo, on entend le caméraman demander à Matt d'arrêter. Cependant, il ne le ferait pas. C'est Matt Papas. Il va clouer son pied à une planche à roulettes. Et tu ? Je filme. Pourquoi fait-il cela? Nous ne savons pas. Oh mon Dieu. Ne le fais pas, Matt. Le caméraman suivrait Matt faisant du skate en ville, son pied attaché à la planche. Après avoir fait du skate pendant un moment, les deux hommes retireraient de force le clou de la planche, libérant le pied de Matt. Commence à saigner un petit peu. Laisse-moi. Dis-moi quand tu es prêt, continue simplement. D'accord. Est-ce sur le chemin? Ça ne bouge pas, mec. Garde ton pied là, je vais tirer. La totalité de la chaîne YouTube s'est remplie de contenus similaires centrés sur ce type d'autotorture. Toutes les vidéos ont été téléchargées le même jour et il semble qu'il réalise toutes ces cascades sans aucune anesthésie et en étant complètement sobre. Dans une autre vidéo, il utilise à nouveau un marteau pour se clouer le pied. Je ne peux évidemment pas tout montrer ici à cause de sa nature graphique, mais c'est toujours disponible sur YouTube après près de 14 ans. Ces actions semblent dénuées de tout sens. Certains pensent qu'il voulait juste attirer l'attention, d'autres qu'il pourrait être masochiste. Dans la dernière vidéo intitulée Relativité, il pose sa main sur une poêle brûlante. Je ne comprends pas pourquoi il fait cela, mais il semble que ce soit surtout pour la caméra ou un trouble mental. Depuis, la chaîne est inactive et nous n'avons toujours aucune explication ou contexte sur le contenu exact de ces vidéos. Au fait, juste pour rappel, si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner pour rester à jour. Quelques pas, quelques pas, quelques pas. Elle. Oh idiot, idiote, oh Sparta. Vladislav Rozliakov, alias Big Slims, était un youtubeur russe de Minecraft connu pour les fusillades de masse qu'il a commises au collège polytechnique de Kurt en octobre 2018. 4 ans auparavant, alors qu'il avait 14 ans, Vladislav a ouvert une chaîne YouTube nommée Big Slims où il téléchargeait des vidéos de gameplay de Minecraft. Quand Vladislav avait 10 ans, ses parents se sont séparés après que son père ait subi une blessure à la tête, soit devenu handicapé et ait commencé à le maltraiter lui et sa mère en s'intoxiquant. Le stress a fait chuter les notes de Vladislav. En 2015, il a rejoint le collège technique de Kurt Paul pour devenir électricien. Pendant son séjour là-bas, il s'est intéressé aux explosifs et aux armes et a commencé à apporter un couteau en classe. À une occasion, il a déchargé du gaz poivre dans une salle de classe sans donner d'explication supplémentaire à ses actes. Le 8 septembre 2018, Vladislav a acheté un fusil de chasse et plus tard, le 13 octobre 2018, a acheté 150 cartouches dans une armurerie. Le 17 octobre 2018, Vladislav est entré dans le collège et a commencé à tirer sur les gens. Il a ôté la vie à 20 personnes et en a blessé 70 autres avant de se suicider. Il a également pris pour cible des écrans d'ordinateur, des portes verrouillées et des extincteurs en tirant dessus. De plus, une grande bombe artisanale à clous a été détonée par lui lors de l'attaque et la police locale a signalé avoir désactivé d'autres explosifs sur le campus. Les victimes de cette attaque étaient principalement des étudiants qui y étudiaient. Une série d'images troublantes filmées par vidéosurveillance a été publiée.
Il y a près de 12 minutes de séquences supplémentaires sur Reddit que je ne peux pas montrer ici. Un autre individu nommé Daniel Polken est devenu obsédé par Radislav Laguerron et en 2018 a tenté de le copier en menant une attaque similaire à l'aide d'une hache et de cocktails Molotov, entraînant des blessures graves à une fille. Il a été condamné à 7 ans de prison pour mineur. D'accord, c'est pour tous mes compatriotes chrétiens. Regarde, yo, nous devons nous unir, mec. Ces athées sont sur ces conneries, mec. Je suis assez sûr que certains de ces athées vont venir sur cette vidéo en parlant à ce garçon parce qu'ils savent qu'ils sortent Anthony. Powell était un youtubeur et commentateur américain, connu pour ses coups de gueule enragés et scandaleux sur les femmes noires et les athées. Il était actif sur la plateforme entre 2007 et 2009 et avait un assez bon nombre de fans compte tenu du nombre de personnes sur le site à l'époque. Ces vidéos sont devenues de plus en plus offensantes, menaçant directement de tuer ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Nous devons défendre l'œuvre de Jésus mort sur la croix. Il a été torturé, battu, craché dessus, ridiculisé, moqué. Nous sommes moqués. Nous, chrétiens, devons rester unis. Sinon, nous allons tous péter, c'est aussi simple que ça. Ces musulmans, ces athées, ces autres religions, n'importe lequel de ces gens, ces homosexuels, sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Et nous devons nous dresser contre eux et les abattre. Il faisait constamment des commentaires haineux, agressifs envers les femmes noires, prônant qu'elles ne devraient être rien d'autre que des servantes pour leur mari. Il était également un chrétien dévoué et croyait que les athées étaient une menace pour la société et devaient donc être exterminés. Les athées ont été vaincus. Ces enfoirés ont été pris en flagrant délit de conneries. Si quoi que ce soit d'autre est la vérité, je vais vous montrer et vous dire à quel point ces athées sont pathétiques, ignorants et stupides. Vous savez quoi les gens? Je peux en faire 50. Je vais probablement faire environ 1000 vidéos de plus en vous écrasant, vous sales as. Comme si son comportement n'était pas assez alarmant, ses vidéos ont pris un tournant encore plus sombre alors que sa santé mentale commençait à se détériorer. Il est devenu de plus en plus détaché de la réalité alors qu'il exprimait avoir des problèmes mentaux et mentionnait posséder un fusil de chasse, affirmant qu'il avait peur et que cela n'allait pas être joli. Dans les commentaires, les spectateurs s'inquiétaient pour Anthony et lui conseillaient de prendre soin de sa santé mentale. Les parents d'Anthony lui ont conseillé de prendre le médicament. Entre-temps, il a découvert un autre youtubeur appelé Asia McGovern. À l'époque, Asia n'avait que 20 ans et postait souvent des vidéos sur ses routines de danse et ses sketchs comiques. Asia, athée, avait des croyances différentes d'Anthony, ce qui le poussait à la harceler et la traquer en ligne à maintes reprises. Il utilisait de multiples faux comptes pour harceler la victime dans les commentaires YouTube afin de réprimer ses croyances. Anthony continuerait ce comportement pendant quelques semaines, incitant Asia à répondre. D'accord, cela ne s'adresse pas à toutes les personnes sur YouTube. Cela s'adresse juste à mes détracteurs sur YouTube. Oui, donc finalement, je vous ai prêté attention. Pour les personnes qui ont simplement pensé qu'elles devaient venir sur ma page et détester et penser qu'elles allaient obtenir des commentaires de ma part. Et je trouve simplement stupide de laisser des messages sur les pages des gens. Asia a ensuite posté une vidéo sur sa chaîne pour parler de l'intimidation. Mais cela n'a fait qu'empirer la situation. Par coïncidence, Asia et Anthony habitaient tous les deux dans la même région et fréquentèrent le même collège. Le 13 avril 2009, Anthony est entré au collège communautaire Henry Ford et s'est dirigé vers la salle de classe d'Asia, la tuant sur place avec un fusil de chasse. Il retournerait l'arme contre lui-même et se suiciderait. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Anthony et Asia étaient malheureusement déjà décédés. Je suis ici pour expliquer le fonctionnement de l'univers dans ses moindres détails et principes. Chaque type d'équation mathématique et de relation scientifique. La religion universelle et originale. Vérité sur... Josia Mizukami est un animateur malaisien et youtubeur qui a fait une série de publications étranges sur YouTube en 2022, discutant de ses points de vue dérangeants sur la vie. Il aborderait des sujets tels que les rapports sexuels avec des mineurs en tant qu'adultes, le présentant comme quelque chose de complètement normal ou même juste. Bien que beaucoup trouvaient ces vidéos bizarres et extrêmes, certains ont commencé à le voir comme une divinité et à le suivre comme un gourou. De plus, il prétendait avoir découvert un remède contre le cancer, et au début, il n'a pas reçu autant d'attention jusqu'à ce qu'un utilisateur de Twitter, qui se faisait appeler BXBullet TV, mette en lumière un comportement apparemment dégoûtant.
La filia en elle-même est complètement juste. Elle est sans danger. La filia en elle-même est quelque chose que nous avons tous naturellement dans notre architecture de base. Oh, l'amour d'appréciation, une sorte de réaction, une réaction chimique, pourrait-on dire. Quelque chose qui est lié à l'énergie positive, qui circule d'une personne à une autre en tant qu'un organisme. Bien sûr, nous sommes un en tant qu'individu. Dans cette démocratie, nous sommes individuels et nous sommes liés et nous sommes une famille. Nous sommes censés nous aimer les uns les autres. Inspiré pour le mettre derrière les barreaux, un gars nommé Alex Rosen a piégé Josiah pour qu'il admette qu'il se livrerait volontiers à des actes explicites avec un enfant aussi jeune que 5 ans. Dans un appel vidéo qu'ils ont tous deux eu, Josiah a dit, je cite, « Si l'enfant de 5 ans dit oui, il donne effectivement son vote démocratique et c'est son droit. Donc tant que c'est sans danger, c'est parfait. » Après la conversation, Rosen se déguiserait sur Instagram en un enfant de 5 ans et en un adolescent de 13 ans sur 2 comptes distincts, hameçonnant Mizukami afin de le piéger. Mizukami aurait mordu à l'hameçon et prévoirait de rencontrer Rosen pour des rapports sexuels. À cause de cela, Rosen s'envolerait pour Hawaï où résidait Mizukami et le confronterait avec les preuves. Continuer sur des trucs comme ça, d'accord, sur ouais. Ouais, donc quel âge a Patty? Elle a dit qu'elle avait environ 13 ou 14 ans ou quelque chose comme ça, d'accord. Tu supposes que c'est l'un de ceux... Tu supposes qu'elle a l'un de ces âges? Ou 14, c'est ce qu'elle... a dit d'accord? D'accord, compris. Compris. Et quel âge a son média social? Oui, oui. Et combien de temps dure ta sœur? Ou quel âge a ta sœur? Elle a dit qu'elle a... 5. 5 ans, d'accord. Cool, compris. Donc je veux dire, donc il y a Maddy te parlait, ou est-ce sa sœur qui te parlait, ou juste Maddy, ou quoi? Tu penses que vous vous aimiez mutuellement comme toi, et Maddy et toi? Dirais-tu que vous étiez plutôt aimants l'un envers l'autre? Oui, absolument. Josiah Mizukami a été arrêté à Hawaï pour diffusion de matériel explicite à des mineurs et incitation électronique d'un enfant. Comment ça va? Oui, madame, d'accord. Comment ça va aujourd'hui? Nous sommes merveilleux, ouais. Je vais bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Salut, donc il est ici pour rencontrer une fille de 13 ans et une fille de 5 ans à qui il a dit qu'il voulait se marier avec elle. S'il le voulait, il désirait l'épouser. Cette fille de 13 ans et de 5 ans, il a essentiellement dit qu'il voulait ça avec elle et a admis à l'une d'elles qu'elles étaient cool avec le divorce. Nous nous opposons à une fille définie, mais il a déjà eu de vrais mineurs en personne avant. Que dites-vous? Homme, pourquoi suis-je dur? Je ne serais évidemment pas d'accord avec ça. Un Redditor a prétendu connaître Josiah depuis 8 ans, affirmant qu'il souffre d'un complexe de Messie. Selon eux, le menacer de violence ne ferait qu'aggraver la situation, car il ne peut pas traiter les choses logiquement et représente un danger pour lui-même. Et cela semble honnêtement être exact, car pendant l'interaction avec Rosen et la police, il n'y a pas eu un seul moment où il a vraiment cru qu'il avait fait quelque chose de mal. Il était totalement déconnecté de la réalité. Un des membres de la famille de Josiah a exprimé son inquiétude concernant son état, déclarant qu'il est devenu mentalement instable et qu'il diffuse des messages très inappropriés à travers ses vidéos. Cela se lit comme suit. Josiah a complètement perdu la tête et a une sorte de complexe de supériorité. Il a également une affaire d'agression active contre lui pour avoir eu des rapports sexuels avec une fille, c'est le mot de ses parents parce qu'elle a la capacité mentale d'un enfant. Il a aussi une sœur qui a été agressée quand elle était enfant et il sait à quel point cela a dévasté sa vie. Qu'il publie cela est vil et déplorable. Beaucoup de ces publications sont très dangereuses, comme une soi-disant formule pour bébé qui serait meilleure que le lait maternel. La moitié des ingrédients pourraient tuer un bébé ou le rendre très malade. Veuillez signaler cette vidéo, c'est un message très dangereux qu'il envoie. Bien qu'en détention, il n'a pas encore été condamné. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Bonjour à tous, c'est une vidéo YouTube que j'ai réalisée pour le service communautaire. Zahari Ahmed Shah était un pilote malaisien qualifié et expérimenté avec plus de 18 000 heures de vol et un dossier impeccable. Il était respecté parmi ses pairs pour son professionnalisme et son dévouement à son travail.
Le 27 avril 2010, Sahari a commencé sa chaîne YouTube où il a téléchargé des vidéos apparemment ordinaires, se concentrant sur divers tutoriels visant à aider les gens dans leurs tâches quotidiennes. L'une des premières vidéos de la chaîne, téléchargée le 11 janvier 2013, intitulée « Comment régler la climatisation pour économiser de l'électricité », partageait ses conseils pour réduire les factures d'excès d'électricité. Sahari a continué à publier 4 autres vidéos, toutes étant divers tutoriels visant à aider les gens dans leurs tâches quotidiennes. D'accord, aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer, entretenir l'unité de climatisation, l'unité intérieure. D'accord, soulevez le tuyau du bas, puis allez en haut et... En regardant ces vidéos, personne ne s'attendrait à ce que Sahari soit impliqué dans l'un des plus grands mystères de l'humanité. C'est parce que Sahari Ahmed Shah était le capitaine du vol 370 de Malaysia Airlines, la même compagnie aérienne qui a disparu le 8 mars 2014 alors qu'elle était en route de Kuala Lumpur à Pékin avec 239 personnes à bord. À ce jour, il n'y a aucune trace de l'avion, et il reste incertain pourquoi l'avion a soudainement disparu. Peu après avoir quitté l'espace aérien malaisien, l'avion de Sahari a disparu des radars, son transpondeur étant éteint manuellement. L'avion a ensuite inexplicablement dévié de sa trajectoire avant de disparaître au-dessus de l'océan Indien. Bien que certains considéraient cela comme un accident, beaucoup affirment que Sahari avait tout planifié, éteignant volontairement le transpondeur et faisant brusquement demi-tour avec un avion vers l'Australie. Beaucoup supposent que l'avion s'est écrasé dans l'océan Indien. Des proches de Sahari affirment que sa santé mentale se détériorait depuis des années. Il a aussi eu de gros problèmes conjugaux, le poussant à flirter en ligne avec plusieurs femmes. Cependant, la preuve la plus accablante contre Sahari était qu'il avait pratiqué un itinéraire de vol similaire sur son propre simulateur de vol que celui pris par les compagnies aériennes malaisiennes 370 ce jour-là. Cela suggère que peut-être Sahari avait tout planifié et son but était de tout terminer ensemble avec tous les passagers. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories et ce cas reste un mystère. Hey, comment vous allez tous? Hey, je fais juste cette vidéo numéro 9, fin du voyage. Le 8 juillet 2020, un utilisateur nommé Daryl Leaf a posté une vidéo sur sa chaîne documentant sa vie et son parcours en tant que patient atteint de cancer. Daryl a été diagnostiqué avec un cancer colorectal le 19 septembre et lutte contre la maladie depuis. Je savais que j'avais un cancer du côlon de stade 4, vous savez, je n'allais pas faire ces vidéos, j'en ai regardé beaucoup de personnes partageant leur parcours et ainsi de suite. Et vous savez, je dois dire, mais il y en a pas mal que j'ai regardé dont le parcours ne s'est pas bien terminé, vous savez. Dans la description de l'une des vidéos, Daryl explique son état et à quel point il est peu probable qu'il survive. Il est écrit « La tumeur dans mon foie semble être assez agressive et agrandie. J'ai été étonné de voir combien elle avait grandi en voyant le scan. Elle pourrait aussi bloquer un canal biliaire, ce qui pourrait nuire à ma santé. C'est assez drôle, car les gens me voient et disent « Waouh, tu as l'air super, tu ne sembles pas malade ». Jusqu'à présent, aucun signe ou symptôme n'était présent, mais ils ne tarderont pas si ce problème de foie n'est pas réglé. Le cancer est une maladie imprévisible qui peut s'aggraver rapidement. Cela dit, il y a maintenant une très petite chance que je puisse être guéri si les opérations et la chimiothérapie fonctionnent. Même si le cancer est éliminé de mon corps, cela ne signifie pas que je suis sauvé. Il y aura plus de surveillance et de scans pendant une période déterminée, généralement 5 ans avant que le feu vert ne soit donné. Dans ses vidéos, il exprime souvent qu'il pense que cette maladie finira par lui coûter la vie. Je crois vraiment que cela va me tuer. Reste 4 très peu de personnes, arrivent à régler ça. Daryl continuera à publier et à partager des mises à jour détaillées sur son parcours de traitement et ses expériences en cours de route. Il subira également une accentuation pelvienne totale où ils ont retiré tous les organes de sa région pelvienne. Alors que tout le monde espérait qu'il se rétablirait finalement, ce ne serait malheureusement pas le cas. Le 2 novembre 2022, Daryl téléchargerait une vidéo intitulée « Mon parcours contre le cancer, 9e voyage, fin du voyage ». Malheureusement, ce serait la dernière fois que vous entendriez parler de Daryl à nouveau, Fin du voyage, vous pouvez donc deviner la suite. Je voulais faire cette courte vidéo pour vous informer que, peut-être aujourd'hui, hier, le jour d'avant, eh bien je suis en fait décédé, donc je ne suis plus là, d'accord ? Daryl Leaf est décédé le 2 novembre 2022. C'était vraiment très déchirant de le voir approcher lentement de sa mort. J'espère qu'il repose en paix. La description de sa dernière vidéo dit « Bonjour à tous.
Malheureusement, ce sera ma dernière vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'arrive à peine à aligner une phrase. Mes poumons ont pas mal souffert. Cette vidéo a pour but d'informer tout le monde de mon décès. Malgré tout, je me sens assez chanceux, car j'ai eu l'opportunité de planifier mon décès, ce que la plupart des gens n'ont pas la chance de faire. Partir de cette façon, en voyant venir, ce qui est à la façon dont j'ai toujours voulu partir, m'a appris à ne pas prendre trop de choses trop au sérieux et à me détendre. Austin Herouf est un nom qui est devenu synonyme de l'incident tragique et dérangeant qui a eu lieu en 2016. Son histoire n'est pas seulement celle d'un jeune homme impliqué dans un crime horrifiant, mais c'est aussi un conte de mise en garde sur la maladie mentale et les complexités de la psyché humaine. Sur la petite chaîne YouTube Hey Frost, il téléchargeait surtout des reprises de vidéos de musculation. Je ne veux plus suivre Arnold ou tout autre culturiste. Je veux me suivre moi-même, tu sais. Ils ne sont pas moi, tu comprends? C'est surtout lui qui parle de comment il ne veut pas prendre de stéroïdes, ce qu'il mentionne aussi dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vais te parler de pourquoi je ne prends pas de stéroïdes. Et la raison est que je ne veux pas, tu sais. Je ne pense pas que ce serait bénéfique pour moi de prendre des stéroïdes, tu sais. Ça ne le serait pas, parce que ça endommage ma santé. J'ai l'impression que je dois en dépendre tous les jours. C'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue pour moi, tu sais. Malgré une chaîne non controversée, ses activités extérieures sont complètement folles. Les événements entourant Austin et son toit se déroulent comme un conte horrifique, rempli de violence, de détérioration mentale et finalement d'une bataille juridique qui a captivé l'attention nationale. Pour comprendre l'intégralité de cette affaire, nous devons nous plonger dans les détails de cette nuit fatidique, l'enquête qui a suivi et le procès qui a cherché à comprendre non seulement le quoi, mais le pourquoi derrière les actions d'Austin Herouf. Le soir du 15 août 2016, dans la tranquille ville de Chester, en Floride, Austin Herouf, alors étudiant universitaire de 19 ans, a commis un acte si atroce qu'il laisserait la communauté et la nation sous le choc. Herouf, qui n'avait aucun antécédent criminel et était connu parmi ses pairs comme un étudiant sympathique, bien que quelque peu introverti, a inexplicablement attaqué un couple, John Stevens et Michelle Mishkin, dans leur garage. L'attaque était brutale et non provoquée, laissant les deux victimes décédées. La brutalité ne s'est pas arrêtée à leur mort. Herouf a continué à infliger des blessures post-mortem à Stevens, notamment en lui mordant le visage, ce qui lui a valu le surnom de tueur à morsure de visage dans les médias. Qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune homme, sans motif apparent ou antécédent de violence, à commettre un acte aussi barbare? Cette question deviendrait le point central de l'enquête et du procès qui ont suivi. Les premières spéculations ont évoqué une possible consommation de drogue, comme le flaka ou les basaltes, connus pour provoquer un comportement erratique et violent. Cependant, les rapports toxicologiques ont révélé plus tard que Herouf n'avait aucune trace de substance hallucinogène connue dans son système au moment de l'attaque. Dans les jours précédant l'attaque, l'état mental et le comportement de plus en plus erratique de Herouf ont attiré l'attention. Ses publications sur les réseaux et ses échanges avec proches révélaient une descente dans la tourmente mentale. Herouf lui-même prétendrait plus tard avoir fui un démon qu'il appelait Daniel au moment des attaques, compliquant encore le récit avec des éléments de psychose. Cette information est devenue cruciale dans la bataille juridique qui a suivi, car son équipe de défense a soutenu que Herouf traversait une grave crise de santé mentale, ce qui le rendait incapable de distinguer le bien du mal au moment du crime. Le procès, retardé à plusieurs reprises en partie à cause de la pandémie, a été un point focal de l'attention des médias, suscitant des débats sur le système de justice pénale et sur la manière dont la société traite les cas qui se situent dans la zone grise entre la malveillance délibérée et la décomposition mentale incontrôlable. Herouf a plaidé non coupable pour cause de folie, une défense qui repose sur la capacité à prouver que l'accusé n'était pas conscient de ses actions ou ne pouvait pas distinguer le bien du mal en raison de son état mental. Pendant le procès, des détails effroyables de l'attaque, ainsi que des témoignages d'experts, de proches et de Herouf lui-même ont été exposés. La défense a soutenu que l'état mental de Herouf était le seul catalyseur de ses actions, soulignant l'échec des structures sociétales à fournir un soutien et une intervention adéquats avant que la tragédie ne se produise. Inversement, le ministère public a remis en question la validité de ces affirmations, soulignant la brutalité des attaques et la nécessité de justice pour les victimes et leurs familles. Alors que les procédures illégales ont pris fin, la communauté, les familles des victimes et Herouf lui-même sont laissés à gérer les conséquences d'une tragédie qui n'a pas d'explication ou de résolution simple. Au final, il a été interné en hôpital psychiatrique et déclaré non coupable. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, cliquez ici pour le voir.